Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Bonjour, bienvenue dans la planète demain sur Sud Radio, l'émission qui aborde l'écologie positive et surtout optimiste. En tout cas, je voulais déjà remercier l'ensemble de nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux chaque semaine et ce qui nous prouve que cette émission est plutôt sympa et on l'espère, on va continuer le plus longtemps possible en tout cas parce que ce sujet est intéressant et non seulement intéressant mais essentiel. Alors les territoires de montagne sont les premiers à subir les effets du réchauffement climatique. L'impact sur la nature et les activités humaines s'accélère, mais des solutions existent pour s'y adapter. En cette période hivernale, nous allons donc parler montagne et environnement. Et pour cela, j'ai fait appel à deux invités de choix que j'ai l'honneur d'accueillir simultanément aujourd'hui dans les studios de Sud Radio. Il s'agit de Bruno Cerclé et de Benoît Fritsch. Alors Bruno a rejoint le secteur de l'outdoor en 2002 en prenant entre autres la direction générale puis la présidence du groupe Rossignol qui était le leader mondial ou qui est le leader mondial d'ailleurs du ski. Aujourd'hui, il est cofondateur de la plateforme Mountain Change Makers, créée début 2024 pour animer la réflexion autour de la transition écologique en montagne notamment et faire émerger des recommandations sur les grands enjeux tels que la mobilité, la gestion de l'eau, l'immobilier, le sport et tant d'autres sujets. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, notre second invité qui est avec nous également aujourd'hui s'appelle Benoît Fritsch et c'est un homme des médias mais c'est aussi un homme du marketing sportif qui à la fois est passionné de montagne et d'environnement et surtout directeur général de Montagne TV. C'est bien oui, cela ? C'est ça. Bonjour. Bonjour Christophe. Alors Montagne TV, c'est une plateforme de streaming VOD sur laquelle vous avez lancé la remarquable série Mountain Change Makers, qui est dédiée à la mise en lumière des acteurs du changement. Et face au dérèglement climatique que je vous recommande, d'ailleurs que cette plateforme, je vous recommande vraiment d'y aller. Et elle a été cofondée avec notre premier invité Bruno Cerclé, Mountain Change Makers, cet incroyable nouveau média digital qui, comme cette émission, aborde l'écologie de façon positive et surtout apporte des solutions. Alors, Benoît, vous avez développé donc une véritable marque média digitale qui est dédiée à la transition des territoires de montagne. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Bien, en effet, vous l'avez bien résumé. Il y a eu quelques années, dans le cadre de Montagne TV, on avait lancé une série documentaire et on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de parler de ces sujets-là et de parler justement de manière positive. Et donc, on a réfléchi avec Laurent Surbeck, le président et fondateur de Montagne TV, pour monter une plateforme où on était capable de regrouper en format vidéo les prises de parole de l'ensemble du spectre des acteurs des territoires de montagne. Notre idée, c'était vraiment ça, c'était de regrouper de l'activiste au l'exploitant de remontée mécanique, d'être capable de les faire s'écouter, de les faire se parler et d'arriver à en tirer une forme de synthèse. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'écouter tout le monde, on a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer, on a besoin de comprendre pourquoi certains sont dans une urgence, pourquoi d'autres essayent de conserver un modèle économique, et comment on arrive petit à petit à expliquer ce qui est en train de se passer, à mettre en avant les bonnes initiatives prises par ces acteurs. La montagne prend des initiatives toutes les semaines pour faire avancer le sujet et travailler sur ce sujet du dérèglement. Et la montagne, vous l'avez dit, est extrêmement touchée par ces dérèglements climatiques. On a des modèles économiques qu'il faut revoir complètement. Et donc, Mountain Changemaker a pour vocation de faire une synthèse et de fédérer l'ensemble des acteurs. Le vrai mot de média, le médium qui est là pour regrouper et fédérer tout le monde. Alors sur cette plateforme, quel est votre business model aujourd'hui ? Alors c'est un business model essentiellement basé sur du B2B, puisque au-delà d'un média, Mountain Changemaker, c'est aussi un think tank qu'on a appelé laboratoire d'action, parce qu'on veut être plutôt dans l'action que dans la réflexion. Je pense que ça fait un moment qu'on réfléchit sur les conséquences et il faut maintenant mettre sur l'action. Donc aujourd'hui, ce sont des entreprises, des collectivités, des associations qui deviennent membres de Mountain Changemaker. Donc il y a une adhésion annuelle pour faire partie de cette structure, de ce média un peu hybride. Et en même temps, il y a des abonnements
c'est-à-dire que les entreprises et les collectivités aussi s'engagent à abonner tout en partie de leurs salariés, ce qui fait qu'aujourd'hui on existe depuis un peu moins de 10 mois, on a déjà plus de 8000 abonnements, et donc on offre, enfin les entreprises permettent à leurs salariés d'avoir accès à cette base de données finalement d'informations sous plein de formats différents. C'est des formats assez courts, entre 2 et 10 minutes, qui vont permettre d'aller creuser un sujet particulier de la transition de la montagne. L'activité du ski aujourd'hui en France représente 82% du chiffre d'affaires de la montagne, 19% de la clientèle touristique française et plus de 120 000 emplois. Bruno, on sait que le climat évolue d'année en année et que les professionnels de la montagne s'inquiètent sérieusement, mais où en sont les marchés du ski et de la montagne plus généralement ? Globalement, puisque ce marché est mondial, le marché se porte plutôt bien. En général, les gens, d'année en année, font de plus en plus de ski. Alors, avec l'émergence de la Chine, qui est un nouvel entrant dans ce sport, et ça va devenir assez important dans le futur, mais ceci dit, on a un gros nuage devant nous avec ce réchauffement dont on parle. Si on parle de 2 degrés de réchauffement, ça veut dire qu'en Europe, vous avez 2500 stations au minimum, avec un avenir très compliqué dans les années qui viennent. Donc on en parlait il y a quelques années. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus qu'en parler. Les acteurs sont vraiment en train de réfléchir et de mettre en place des actions avec des niveaux de priorité qui sont différents suivant l'altitude. Une station de haute altitude au-dessus de 1800 mètres sera a priori assez peu touchée pour les quelques dizaines d'années à venir. Si vous descendez en dessous de 1500 mètres, avec par exemple des villages qui ne sont pas reliés à des domaines de haute altitude, il est absolument urgent de trouver des solutions. Oui, le tourisme de montagne a plutôt bien vécu durant de nombreuses années, mais il doit aujourd'hui se réinventer et amorcer une mutation, c'est ce que vous expliquez, en cherchant de nouveaux modèles économiques pour les années à venir. Mais qu'en est-il précisément dans ces nouveaux modèles économiques ? Je pense le ski a porté l'économie de la montagne pendant 70 ans, depuis le plan montagne, et c'est ce qui a permis de fixer les gens, les populations, dans ces villages de montagne et d'avoir une activité économique. On voit qu'on est à la fin d'un modèle aujourd'hui. En tout cas, il faut une évolution assez importante de ce modèle. Ça veut dire des activités en hiver pas forcément tournées à 100% sur le ski, et ça veut dire des activités de plus en plus praticables en dehors de la saison d'hiver. Vous prenez par exemple cette année en France, je crois que la fréquentation dans les stations au mois d'août, ça a été plus 8% par rapport à l'année dernière. Donc c'est en train de progresser. Les gens viennent en montagne. On parle de la montagne comme étant le refuge du 21e siècle. Alors paradoxalement, il y a du réchauffement. En été, ça peut devenir presque invivable dans certaines zones. Et la montagne est un lieu magique en été. Donc tout ça est en train d'évoluer. Il y a une très grande conscience de l'ensemble des acteurs. Ça prend du temps, avec souvent des intérêts divergents en fonction de ces acteurs. Et notre mission, c'est de mettre un petit peu tout le monde ensemble autour d'une table et d'en tirer des préconisations. Alors, il existe des études aujourd'hui qui définissent, selon l'altitude des stations, les possibilités de neige dans les 10, 20, 30 années à venir. Sont-elles alarmantes selon vous ? Oui, je pense que c'est assez préoccupant, en particulier pour les stations de basse altitude, des stations qui ont basé leur modèle sur le ski depuis 70 ans, qui sont en dessous de 1500 mètres. Vous devez demain renouveler une remontée mécanique, un télésiège, des télécabines. Ça va être très compliqué pour ces acteurs de trouver des financements, d'être financés par des banques dans le contexte actuel. Donc ça n'est possible qu'en imaginant ce qu'est la transition. Que va-t-on faire dans ces massifs dans les années à venir, en hiver, mais aussi en été ? Et tout le monde s'y attelle. Benoît, vous avez autour de vous un certain nombre d'acteurs de la montagne que vous interviewez régulièrement. Enfin, je ne sais pas chez vous en tout cas, mais nombreuses personnes chez vous travaillent sur le sujet. Cette prise de conscience est-elle réelle autour du dérèglement climatique, selon vous ?
Oui, d'une manière générale, elle est complète et très très réelle aujourd'hui. Tout le monde porte ce sujet-là à des degrés divers. La montagne est très diverse. Il y a des territoires entre une vallée et une autre vallée. Les choses se passent pas de la même manière. Les stations, les domaines de montagne ne sont pas forcément aux mêmes altitudes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes quand vous avez une station à 1400 mètres d'altitude et une station à plus de 2000 mètres. Donc en effet, les prises de conscience et les besoins et les sujets ne sont pas les mêmes en fonction de ces territoires. Mais d'une manière générale, tout le monde sait aujourd'hui qu'il est urgent d'agir et de trouver ces solutions. Alors cette prise de conscience, justement, elle entraîne dans son sillage des enjeux très importants, une mutation qui est évidente et des efforts attendus des acteurs du tourisme en montagne. Comment réagissent-ils d'ailleurs et quelles sont les solutions qu'ils souhaitent y apporter ? Il y a plusieurs types de solutions. On a des solutions en termes de gouvernance, de modification assez en profondeur du modèle de gestion des domaines de montagne et des domaines skiables. Vous avez également des prises de conscience au niveau des bourgs et des villes qui reçoivent les stations. Vous avez d'autres stations qui vont se concentrer sur des questions de mobilité et qui vont commencer à travailler sur la manière dont on va réduire le coût et comment on décarbone un domaine skiable à travers des ratracs, les engins de damage qui peuvent fonctionner avec par exemple du HVO, des études en cours pour rendre ces ratracs à l'hydrogène ou à l'électrique. Donc vous avez des solutions hyper concrètes. Vous avez des domaines qui se sont complètement tournés sur les énergies renouvelables. Le domaine de Serre-Chevalier, par exemple, dont aujourd'hui plus de 30% de l'énergie est totalement renouvelable et fabriquée en local, avec des éoliennes, de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie hydroélectrique réalisée sur le domaine en tant que tel. Donc vous voyez, il y a eu un nombre de sujets vraiment énormes. Et puis vous avez d'autres endroits où on commence à réfléchir à ce monde d'après, comment on va maintenir les gens, comment les gens vont continuer à vivre, comment on continue de vivre au pays. Voilà, on se retrouve dans quelques instants avec Thibault le French Trotter pour un reportage en immersion. À tout de suite. Picoty Solaire, expert en solutions photovoltaïques pour un avenir durable. Et Akena, la reine des vérandas et des pergolas, vous présente Sud Radio, la planète demain, Christophe Debien. Nous voilà de retour sur Sud Radio en compagnie de notre Thibault national, Thibault le French Trotter, qui cette semaine va nous faire prendre un bon bol d'air. Bonjour Thibault. Bonjour Christophe, et oui, car après la montagne, on va partir pour l'océan, pour l'île de Ré en Charente-Maritime plus précisément, une région que vous connaissez bien Christophe, je crois. Je connais bien, oui. Ouais. On va aller dans la réserve naturelle située au nord de l'île, qui est un joyau de biodiversité entre marais salants, étangs et océans. Un endroit où on s'émerveille devant la richesse et la beauté de cette nature, qui nous incite aussi à prendre soin de notre planète. Et là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui en parle très bien, c'est Amandine Delory, chargée de l'accueil et de la promotion du site. Elle nous explique que la présence d'une grande diversité d'oiseaux rend ce lieu vraiment unique. C'est une zone humide qui est très importante pour certaines espèces d'oiseaux. C'est une zone d'hivernage très importante, donc ça veut dire qu'il y a pas mal d'oiseaux migrateurs qui arrivent du Grand Nord, de la Sibérie, des îles anglo-normandes, de la Grande-Bretagne, de la Scandinavie, même du Groenland pour certaines espèces, du Canada parfois. Et du coup, on a énormément d'oiseaux, quelques dizaines de milliers d'oiseaux qui vont venir passer l'hiver dans la réserve naturelle et aux alentours. Donc elles vont aussi utiliser parfois le fier d'Ars et certains marais salants qui sont pas en activité pendant l'hiver évidemment. Et puis ça va être un site d'importance aussi, un peu moindre, mais plus important pour les gens qui vont fréquenter l'île au printemps et au début de l'été, où là ça va être pour les oiseaux reproducteurs que ça va être un site assez important. Là on est au cœur du marais, voilà, si on observe autour de nous, qu'est-ce qu'on voit comme oiseau là maintenant? On entend pas mal de rouge-gorge qui chantent, dans le Cupressus notamment, juste derrière, qui est donc c'est un cousin du cyprès, le Cupressus. Les rouges-gorges qui n'ont pas besoin du marais salé mais qui vont utiliser beaucoup les friches et les buissons. Ils arrivent beaucoup en ce moment puisque c'est le début de la période de migration pour eux. Peut-être que les auditeurs les entendent d'ailleurs. Ils vont vraiment se regrouper, contrairement à ce qu'on connaît des rouges-gorges au printemps qui vont plutôt s'isoler, qui vont être très territoriaux. Là c'est une époque où
ils vont se préparer à affronter l'hiver. Donc là, ils s'alimentent beaucoup pour faire de la graisse. On entend au loin quelques corneilles, mais qui du coup doivent être plutôt dans la friche. Et puis si on s'avançait un petit peu dans le marais, là on va retrouver plutôt beaucoup de... Ce qu'on va entendre facilement, c'est les chevaliers gambettes par exemple, les barjaques noires qui sont très présentes pour le moment. Et puis si on va jusqu'au Fier d'Ars, là celle qu'on va entendre le plus, c'est les bernaches cravants, qui sont déjà quelques milliers à être arrivés et qui, pour les gens qui fréquentent l'île de Ré en hiver, sont des oiseaux bien connus et reconnaissables aussi, tant visuellement que sur le plan sonore. Alors moi, il me semble avoir aperçu, je me suis baladé dans les marais, il me semble avoir aperçu des aigrettes et des hérons cendrés. Est-ce que je me suis trompé ? Non, c'est tout à fait possible. C'est deux espèces qui fréquentent énormément les marais sur l'île et dans plein d'autres endroits. Donc hérons cendrés qui sont très connus dans les campagnes en général. Et sa petite cousine, l'aigrette garzette, qu'on va trouver plutôt dans les zones humides. Donc là, elles vont profiter des marais, des chenaux. Elles vont s'alimenter beaucoup avec des petits poissons, parfois des anguilles, ça va être le cas des hérons aussi. Elles vont pêcher en général en se déplaçant très lentement dans le marais. Quelques mots sur la flore. En quoi elle est si particulière ici, au cœur des marais ? La flore, elle va être particulière dans les marais parce qu'il y a énormément de sel, forcément. On est dans des zones où tout est baigné par l'eau de mer. Donc la flore qu'on va retrouver qui supporte l'eau salée mais qui n'est pas halophile. Et donc deux exemples qui sont assez connus et très courants dans les marais du nord de l'île de Ré. Ça peut être le tamaris, qui est une plante qui est adaptée au fait de supporter le sel, même si elle n'est pas faite pour pousser dans des milieux salés. Et puis après, on a des plantes qu'on va retrouver comme la criste marine, qui est surnommée à certains endroits en France le perce-pierre, qui elle va être tout en haut des plantes qu'on va retrouver sur le bord de l'estran, sur les digues très souvent, on va la retrouver qui pousse à cet endroit-là. Elle va supporter du coup les embruns et le fait qu'il y ait du sel, mais elle ne pourrait pas pousser les pieds directement dans l'eau baignée par les marais. Cette réserve naturelle s'appelle l'îlot des Niges, alors que je connais bien puisque j'habite dans la région. En tout cas, merci Thibaut. On vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette nouvelle immersion dans ce patrimoine naturel remarquable. À très bientôt. Alors, on revient donc dans les studios de Sud Radio avec nos invités. Je rappelle, il s'agit de Bruno Cerclé et puis de Benoît Fritsch. Alors, tous les deux, je vous pose une question, vous choisirez lequel des deux va y répondre. Les acteurs des domaines de montagne s'engagent eux aussi dans une démarche de changement, mais comment le vivent-ils aujourd'hui ? Je pense qu'on est passé d'une période un peu de déni en se disant on va voir plus tard à un sujet maintenant qui est l'éléphant au milieu de la table. Tout le monde sait que ce climat évolue et la montagne est la première impactée. Donc je dirais que moi, pour avoir vécu personnellement ce sujet en tant que patron dans l'industrie du ski, oui, il y a eu du déni pendant un certain temps, mais aujourd'hui, tout le monde est maintenant complètement concerné et essaye d'imaginer comment participer à cette évolution, comment participer à cette transition. C'est pas facile quand on est en basse altitude, c'est plus facile quand on est en haute altitude. Mais le paradoxe en France, par exemple, aujourd'hui, on a manqué de neige l'hiver dernier. Le nombre de skieurs, le nombre de journées de ski a été plus élevé l'année dernière que l'année d'avant. Mais ce qui se passe, c'est que les stations de haute altitude ont énormément accueilli de monde pour compenser les déficits qu'on peut avoir en basse altitude. Donc je dirais que tout le monde a été impacté, tout le monde est concerné. Et même si souvent les intérêts sont un peu divergents, on est absolument obligé de se mettre autour d'une table et d'en parler et de tirer des recommandations. Alors finalement, la montagne endosse un rôle de garant dans cette transition. Est-elle en train de devenir un symbole fort du changement qui opère, Benoît ? Oui, parce que justement, le fait que la montagne soit un peu en avance de phase sur ce réchauffement, et puis en montagne, ça se voit. Quand vous avez un glacier qui disparaît, quand vous avez des neiges éternelles qui ne sont pas éternelles, puisqu'elles ne sont plus là également, les choses se voient et on se rend vraiment compte de ce qui est en train de se passer. Donc le marqueur est très fort. Donc en effet, la montagne du coup a un rôle d'être à l'avant-garde, de réfléchir. Et puis cette montagne, elle est très aménagée, donc elle vit du tourisme, elle a besoin de structuration.
Et donc, ce qu'elle va mettre en place en termes d'ingénierie, de capacité de faire évoluer, vont pouvoir être utilisés probablement pour d'autres secteurs dans le milieu touristique ou d'autres territoires qui vont pouvoir regarder comment ce secteur qui a de l'argent, donc il y a cette capacité d'investir dans cette évolution, et qu'est-ce qui aura été fait et comment cette montagne travaille pour se préparer à cette évolution. Alors le modèle économique qui est lié au nouveau développement des activités d'été en montagne, est-il déjà bien organisé ? Non, je pense que ça commence, ça commence, mais avec une très forte volonté d'attaquer les sujets. Ensuite, il y a si on regarde le sujet de la décarbonation. Comme dans beaucoup d'autres activités, c'est la mobilité en premier qui est le premier créateur de carbone. 60% du carbone créé dans la montagne, c'est 10 millions de touristes qui viennent chaque hiver et chaque été en voiture dans les montagnes. Et vous disiez, est-ce que tout le monde a pris conscience et est-ce que les choses se font ? Oui et non. Il y a eu récemment un appel d'offres fait par la Compagnie des Alpes auprès des opérateurs de chemin de fer en Europe pour affréter des trains depuis Paris, depuis Bruxelles, depuis Londres, depuis Amsterdam, dans les montagnes. Personne n'a répondu, quoi. Enfin, c'est absolument hallucinant. Donc on est dépendant de cette situation et autant les acteurs dans la montagne sont, je pense, conscients et impliqués. L'objectif maintenant, c'est de faire bouger l'ensemble du système. Et en montagne, est-ce qu'on se dirige vers des vacances plus écologiques et plus économiques ? Oui, il y a une forte demande aujourd'hui de la part de la clientèle de rechercher. Et preuve en est le nombre de stations qui se dirigent vers le label Flocon Vert, qui a été mis en place par une association qui s'appelle Mountain Riders depuis pas mal d'années. On est passé en assez peu de temps à une trentaine de stations avec plusieurs types de flocons et des stations qui remettent en cause l'intégralité de leur modèle. Et aujourd'hui, en effet, il y a de plus en plus de personnes qui vont aller chercher si la station ou si le domaine dans lequel ils sont ont fait des efforts. Et puis également si leur hébergeur fait des efforts. Donc on a de plus en plus comme ça de packages touristiques qui sont basés sur une découverte plus durable, sur un transport décarboné pour venir en station. Donc en effet, je pense que c'est une des pistes à suivre, en tout cas pour continuer à fidéliser cette clientèle et leur montrer qu'on peut parfaitement venir en vacances à la montagne en respectant l'environnement et en respectant l'univers dans lequel on se situe. Les Jeux Olympiques d'hiver ont été officiellement attribués par le Comité international olympique et seront donc organisés en 2030 dans les Alpes françaises. Ont-ils, selon vous, un rôle important à jouer dans la transition écologique et économique qui s'engagent en montagne ? Je crois qu'ils ont un rôle absolument majeur, puisqu'on est vraiment à la pointe du sujet quand on est dans la montagne. Alors les Jeux Olympiques, c'est toujours un sujet de grande discussion en France en particulier, mais je pense qu'il est très important de réaliser que la France aujourd'hui est le premier territoire de ski mondial. On a le plus grand domaine skiable du monde, avec 10 millions de personnes qui viennent chaque année. Donc, oui, il y a des sujets d'évolution, de transition, mais on va pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. On va essayer d'avoir une approche intelligente. Comment doit-on se comporter avec la montagne dans le futur ? Comment doit-on faire évoluer la pratique du sport ? Tout en assurant cette transition dans le temps le mieux possible avec l'ensemble des acteurs. Merci Bruno Cerclé, merci Benoît Fritsch, cofondateur de la plateforme digitale Mountain Changemakers, sur laquelle je vous recommande d'aller vous inscrire. Alors c'est Mountain Changemaker, tout en minuscule, tout attaché.com. Merci beaucoup, on se retrouve dimanche prochain sur Sud Radio pour un nouveau numéro de La Planète Demain, l'émission positive qui redonne ses lettres de noblesse à l'écologie. À la semaine prochaine. Akena, expert en carport et pergola solaire pour des économies et un avenir durable. Et Picoty Solaire pour que l'avenir s'éclaire avec des choix durables. Vous ont présenté Sud Radio, La Planète Demain, Christophe Debien.